Sorti en 2020, l'iPad Air de 4e génération reste toujours un bon iPad rapport qualité-prix aujourd'hui en 2025 et on va voir pourquoi. Déjà, vous l'aurez remarqué, l'iPad Air de 4e génération ressemble beaucoup au dernier modèle équipé de la puce M2. Donc oui, on est sur quelque chose de très intéressant encore aujourd'hui en 2025 côté esthétique. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une prise USB-C, donc qui permet de recharger l'iPad en 30 minutes à 50% de batterie. On a également 4 haut-parleurs situés de part et d'autre du iPad qui permet d'avoir un son stéréo lorsque vous regardez des films ou des émissions. Fait également intéressant sur cet iPad, c'est qu'on a le même écran que ces dernières générations, c'est-à-dire l'iPad 6e génération. Donc l'écran Liquid Retina équipé de 60 Hz, qualité quand même très intéressante, mais qui est très limitée par rapport au modèle Pro parce qu'on n'a pas la technologie OLED, donc on reste sur du LED classique. On n'a pas également d'écran adaptatif allant jusqu'à 120 Hz pour avoir un écran plus fluide. Sachez tout de même que le système d'Apple, c'est-à-dire iPadOS, reste toujours fluide, donc on détient quand même une puce A14, une puce qui reste tout de même intéressante encore aujourd'hui en 2025. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'aller chercher la version iPadOS 18, qui est la dernière mise à jour du moment. Sachez que dans les prochaines années, soit environ 2-3 prochaines années, vous allez pouvoir encore faire des mises à jour sur cet iPad. Comme on est sur la dernière mise à jour d'iPadOS 18, on a également toutes les dernières nouveautés sur cet iPad en termes d'écosystème, que ce soit pour pouvoir le connecter sur le Mac et pouvoir le contrôler avec un deuxième écran, pouvoir également faire une continuité d'OS entre les appareils, pouvoir équiper également des dernières technologies de souris, d'équipement à l'externe, c'est-à-dire de clavier, donc de Smart Keyboard, pouvoir bénéficier de l'Apple Pencil, donc pouvoir rédiger en écrivant sur l'iPad. Donc bref, c'est vraiment un iPad que je considère pour les accessoires aussi, qui est encore compatible et qui est encore disponible sur le site d'apple.ca. Mon petit regret, c'est qu'il n'est pas compatible avec l'Apple Pencil Pro, également du nouveau Smart Keyboard qu'Apple a présenté, qui est en aluminium, donc plus léger que son prédécesseur. Par contre, prenant en considération que même en achetant la dernière génération du Air, vous ne pourrez pas bénéficier du Smart Cover et du Smart Keyboard pour l'iPad Pro, il n'est pas compatible puisque les aimants sont différents à l'arrière du iPad. Je le sais, ce n'est pas la première fois qu'Apple nous fait ce coup-là, parce qu'ils auraient très bien pu pouvoir rendre compatible l'Apple Pencil Pro avec les dernières et les anciennes générations d'iPad Air, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Côté performance, j'ai parlé un petit peu de la A14, qui reste tout de même fluide encore aujourd'hui. Lorsque je le compare avec la puce M2, je vous laisse une liste des performances entre les deux, donc au niveau de la RAM, CPU, GPU, à quoi ça ressemble, au niveau des cœurs également. Ce qui est vraiment à noter, c'est au niveau de la RAM qui est doublée avec la nouvelle puce M2. Donc, on passe de 4 à 8 Go de RAM. Point également à prendre en considération, c'est lorsque vous faites, par exemple, du montage vidéo à forte fréquence, donc plusieurs fois par semaine et sur une longue durée. Ça peut être intéressant d'aller chercher la nouvelle génération du Air et considérant aussi que la puce M2 est plus performante, vous allez avoir quelque chose de plus pertinent sur le long terme. Vous l'aurez constaté aussi que sur les dernières générations d'iPad, il n'y a pas d'avancée au niveau de la batterie, donc on reste sur la même batterie que son successeur. Prenez tout de même en considération que l'iPad, c'est vraiment un petit gros défaut. Vous allez durer la journée pour une utilisation, on va dire, classique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, recherche sur le web, utilisation au quotidien pour certains jeux qui ne consomment pas beaucoup de batterie. Mais dès que vous augmentez un petit peu la luminosité, c'est-à-dire au maximum, que vous utilisez l'iPad en pleine capacité au niveau du processeur, je vous le dis tout de suite, vous ne durez pas la journée. Et ce, pour toutes les dernières générations d'iPad, comme pour celui que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est mon petit regret là, sur les iPads. Je trouve que l'autonomie est vraiment déplorable et j'espère qu'Apple va améliorer ça dans les prochaines années. Côté caméra, un capteur principal à l'arrière de 12 mégapixels qui est limité en photo, donc on a seulement une focale qui ne permet pas d'avoir de zoom optique, donc on reste sur du zoom numérique. Et point également à prendre en considération en vidéo, c'est que vous allez avoir beaucoup de grains en basse luminosité, que ce soit le soir ou la nuit. Par contre, on peut tout de même filmer en plein jour en 4K, 60 images par seconde, filmer également avec du son stéréo. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être un bon dépanneur, mais
La plupart du temps, c'est très rare qu'on va acheter un iPad pour avoir la meilleure qualité en photo et en vidéo. Par contre, c'est surtout en caméra frontale que les gens vont l'utiliser, soit pour faire des zooms ou du Teams ou pouvoir faire justement du vidéoconférence. Une focale sur le côté, mais en portrait. Donc, ce n'est pas, par exemple, en paysage et il n'est pas équipé de la fonction Center Stage, ce qui permet de déplacer notre tête et finalement nous suivre avec la caméra. Mais sinon, je vous dirais qu'au niveau du capteur principal, il se débrouille très bien si vous voulez, par exemple, numériser des documents. Point également à prendre en considération si vous considériez acheter cet iPad en 2025, c'est au niveau du stockage qui est limité à partir de 64 GB et le modèle 128 n'est pas disponible malheureusement pour cet iPad. Vous devez prendre la version 256 et je vous le dis, ça vaut la peine d'aller prendre la version 256 pour le long terme. Dans les futures années, vous allez voir que les applications, les mises à jour consomment de plus en plus. Mon petit regret sur cet iPad, et ça c'est incluant les dernières générations, c'est qu'on a toujours le Touch ID sur le côté, donc pas de Face ID malheureusement. Puis moi, je déteste le Touch ID pour deux raisons. La première, c'est au niveau de sa fiabilité qui marche une fois sur deux et le fait aussi que lorsque, par exemple, vous mettez un étui qui est trop épais, c'est encore plus difficile d'aller chercher le capteur avec son doigt, d'autant plus que je ne trouve pas si naturel que ça d'aller chercher le Touch ID avec son index. La plupart des générations d'iPhone sont équipées de Face ID. Donc, je ne comprends pas pourquoi encore à ce jour, on a encore le Touch ID sur l'iPad. Je trouve que ça aurait été la moindre des choses d'avoir sur Face ID sur tous les modèles et ça depuis les 5 dernières années. Tout ce que j'ai énuméré dans cette vidéo, donc évidemment pour les gens qui veulent bénéficier d'un bon rapport qualité-prix, je dirais que ça vaut la peine d'acheter cet iPad en 2025. Sinon, bien entendu, pour la qualité d'écran, vous voulez quelque chose de plus fiable au niveau des couleurs, quelque chose de plus intéressant au niveau de la technologie du cadençage, c'est-à-dire avec le 120 Hz. Je vous dirais là, ça vaut la peine d'aller chercher soit les anciennes générations du Pro, parce que malheureusement, sur toutes les générations du Air, même aujourd'hui, vous n'aurez pas le 120 Hz. Si évidemment, vous cherchez un iPad plus performant, je vous laisse une vidéo ici et ici. Et sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!